Comment ce petit pays-là que je vous montre sur la carte a réussi à envahir un aussi gros territoire? C'est vrai ça. La nation moderne des Pays-Bas, c'est un petit pays, hein. On peut le remarquer. Donc c'est une superficie d'environ 40 000 km² et abrite une population de 17 millions de personnes. En revanche, la République d'Indonésie moderne est l'un des plus grands pays du monde. Je vous le montre là, hein, avec donc une superficie d'environ 1,9 million de km² et une population de plus de 273 millions d'habitants, ce qui fait du coup de l'Indonésie le quatrième pays le plus peuplé de la planète. Sachant cela, je vous pose la question, hein, comment la petite Hollande a-t-elle pu conquérir et régner sur l'immense Indonésie pendant plus de 300 ans, hein? C'est pas quelque chose comme 50 ou 70 ans, hein. C'est 300 ans. Ici, on va clairement chercher à répondre à cette question en examinant donc les stratégies utilisées par les Hollandais pour soumettre avec succès l'immense archipel et les centaines de puissants royaumes indigènes qui s'y trouvaient, ainsi qu'en soulignant l'impact que l'hydre capitaliste européen a eu sur l'ancienne civilisation du monde malais. Allez, on va voir tout ça. Donc pour bien comprendre, hein, comment les Hollandais ont réussi à coloniser l'Indonésie, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que l'Indonésie telle que vous la connaissez là aujourd'hui n'existait pas avant la colonisation néerlandaise. Donc la République moderne d'Indonésie est située dans une région géographique qui est bien plus vaste, hein, qui est appelée auparavant l'archipel de Nusantara ou Monde Malais. Donc c'est une immense chaîne d'îles, hein, qui abrite plus de 1300 groupes ethniques et plus de 700 langues parlées qui, à l'époque précoloniale, n'avaient jamais été totalement unifiées, hein. Donc parmi les centaines d'entités politiques qui sont élevées et sont tombées à Nusantara au fil des siècles, beaucoup sont devenus exceptionnellement riches en maîtrisant les étroites voies maritimes qui, il faut le dire depuis l'Antiquité, hein, reliaient l'Empire céleste de la Chine aux anciennes civilisations de l'Inde, de l'Arabie et également de la Perse, ainsi qu'au-delà, hein, bien sûr. Alors attention, hein, il faut être clair, hein, les habitants de Nusantara, c'était pas que de simples intermédiaires dans ce réseau commercial pancontinental, car ils étaient les principaux fournisseurs d'épices comme le maquis, également il y avait la muscade, les clous de girofle, le poivre, qui poussaient principalement sur les îles Moluques, hein, donc c'était pas n'importe qui. Traditionnellement, hein, l'archipel malais était dominé par les religions hindoues et bouddhistes. Cependant, au XVe siècle, l'islam avait fait des percées significatives dans la région, le long des routes commerciales maritimes, avec de nouveaux États islamiques comme le sultanat d'Assèche, le sultanat également de Malacca et le sultanat du Demak, qui prenaient le dessus sur l'ancien empire hindou-bouddhiste Majapahit. Donc, à l'aube de la colonisation européenne, l'archipel de Nusantara était un écosystème politique dynamique de sultanats, de cités-États, de royaumes locaux, de tribus qui étaient toutes reliées par le commerce. Et tout ceci créait une culture mixte hindou-bouddhiste islamique avec la langue malaise qui servait de langue commerciale courante utilisée par des centaines de groupes ethno-linguistiques de la région. Tout au long du Moyen-Âge, les élites de l'Europe chrétienne développèrent, eux, un goût insatiable pour l'épice Nusantara. Malgré cela, les seuls Européens qui avaient jamais foulé les terres tropicales lointaines d'où provenaient ces trésors aromatiques étaient des aventures exceptionnellement réservées aux grands voyageurs comme Odoric de Pordenone ainsi que Marco Polo, bien évidemment. En effet, l'Europe n'avait pas de liens commerciaux directs avec les îles sur lesquelles il se développaient toutes ces épices. Au lieu de cela, donc, la principale source d'approvisionnement en épices du continent est venue des empires islamiques du Moyen-Orient, qui dominaient les routes terrestres des épices, reliant l'Asie à l'Europe.
À la fin du XVe siècle, les plus puissants de ces États islamiques étaient déjà l'Empire ottoman, qui explorait sa domination sur les routes des épices à son avantage politique et économique. Cet état de fait était économiquement intenable, mais l'Europe était accro. Alors plutôt que d'arrêter d'utiliser ces épices, ils ont commencé à chercher un nouveau moyen d'obtenir leurs épices. C'est alors le petit royaume du Portugal qui devint le principal pionnier en la matière. En 1497, l'explorateur portugais Vasco de Gama quitta le port de Lisbonne avec 4 navires et 170 hommes, se lançant dans l'un des voyages les plus marquants de l'histoire de l'Europe. Après avoir parcouru 24 000, un parcours ardu et époustouflant, en passant par le cap de Bonne-Espérance, ils atteignirent le port indien de Calicut un an plus tard. La découverte par Vasco de Gama de la route maritime vers l'Inde a créé une ligne directe entre l'Europe et le commerce maritime des épices, et a ouvert la voie à une ère d'impérialisme mondial. Donc là on le voit, en une décennie, les Portugais commencèrent à étendre rapidement leur empire colonial, faisant leur entrée dans le monde malais en 1509. Donc c'est eux les premiers à atteindre l'Indonésie. Lorsqu'ils entrèrent en contact avec le sultan de Malacca en 1511, donc il y avait une armada portugaise qui était dirigée par Alfonso de Albuquerque, qui avait déposé le sultan, détruit son sultanat et annexé la ville portuaire titulaire de Malacca à l'Empire portugais. Peu de temps après, les Portugais furent rejoints en Asie par leurs homologues ibériques, à savoir les Espagnols, qui commencèrent à coloniser les îles de ce qui sont aujourd'hui les Philippines. En 1580, le royaume d'Espagne et du Portugal furent réunis sous l'Union ibérique, et c'est à ce moment-là que commençait à se développer une coopération dans leurs entreprises coloniales. À la fin des années 1500, la richesse générée par les colonies d'outre-mer de l'Espagne et du Portugal en avait fait de loin les royaumes les plus riches de la chrétienté. Tout le monde était jaloux. L'arrivée des Hollandais en Asie du Sud-Est, alors que les Espagnols et Portugais déployaient leurs drapeaux à travers le monde, leur possession en Europe était de plus en plus embourbée dans les guerres de religion, car le christianisme protestant était en plein essor sur tout le continent, l'Europe ayant à ce moment-là des défiances envers les traditions, une défiance envers l'autorité de l'Église catholique. Une région où le protestantisme s'étenda particulièrement était la région de la Hollande. Ce territoire était gouverné par la dynastie des Habsbourg d'Espagne. Donc en 1566, les Hollandais protestants se révoltèrent contre leur suzerain espagnol catholique. Donc il y eut une guerre de religion à ce moment-là. Donc comme je vous ai dit, les Hollandais ils visent à axer sur leur indépendance. Et pour ce faire, ils vont également chercher à créer leur propre empire. Et donc envoyer des bateaux pour avoir des comptoirs. Tout ça va nous amener en 1595, où 4 navires néerlandais quittèrent le port de Texel et par la suite suivirent les traces de Vasco de Gama dans une odyssée océanique vers les îles aux épices, jusqu'alors mythiques, atteignant même le sultanat de Baten sur l'île de Java en 1597. Alors malheureusement pour les Néerlandais, il faut le dire, ils furent rapidement interceptés par les Portugais qui contraignirent les locaux à forcer les Hollandais à partir. Alors, ils n'étaient pas vraiment amis. Mais néanmoins, les habitants des plaines ne se laissèrent pas décourager et envoyèrent une deuxième flotte un an plus tard. Celui-ci toucha également terre dans le sultanat de Banten, mais cette fois, il n'y avait pas les Portugais pour les chasser. Les navires hollandais revinrent donc aux Pays-Bas avec 3 bateaux chargés de noix de muscade, ça je suis sûr que vous aimez bien, de maquis, de cannelle et de clous de girofle d'une valeur inestimable. L'expédition elle a été un succès commercial étonnant. Ce succès commercial a été tellement grand que cela a apporté
un rendement de 400 ans pour 100 de ses investisseurs, et convainquant leurs maisons de commerce des Pays-Bas d'apporter leur soutien financier total à la création d'un vaste empire d'outre-mer qui pourrait chasser les Espagnols et Portugais d'Asie et les remplacer, donc en étant remplacés par les Hollandais comme principal fournisseur d'épices d'Europe. C'était eux qui voulaient faire le business. Le mot-clé ici était investisseur, car à l'origine, l'empire colonial néerlandais n'a pas été construit pour la République néerlandaise elle-même, mais pour des capitals risqueurs privés. À l'origine, ces investisseurs venaient de différentes sociétés commerciales, mais en 1602, ces Voorkom Company s'étaient regroupées et en une seule méga-entreprise connue sous le nom de Vereniging Oost-Indische Compagnie, ou VOC. Donc en français, si je peux vous traduire, la Compagnie occidentale néerlandaise. Cette compagnie s'est démarquée du fait qu'il y avait plusieurs investisseurs pour un seul et même projet, en créant le premier système d'action au monde. Et donc la VOC était sur le papier une société privée. Cependant, le pays fonctionnait davantage comme une nation souveraine, concluant des traités avec les dirigeants locaux, menant des guerres, frappant ses propres pièces de monnaie et établissant ses propres colonies. Le chef de la VOC, connu sous le nom de gouverneur général des Indes orientales, rien que ça, agissait moins comme un PDG et davantage comme un dirigeant souverain. Au cours des 200 années suivantes, cette hydre du capitalisme allait générer une richesse incommensurable pour ses actionnaires et des souffrances indicibles pour des centaines de milliers de natifs de Nusantara, alors qu'ils luttaient contre ces politiques d'exploitation. En seulement quelques années après sa fondation, les navires néerlandais étaient devenus une présence dans le monde malais. En 1605, la VOC établit l'un de ses premiers points d'appui territoriaux à Nusantara, lorsqu'elle s'allia avec le sultanat de Ternate contre les Portugais et s'empara du fort portugais sur l'île d'Ambon. À partir de là, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a continué à se développer, bien évidemment. Les principales régions dans lesquelles les Hollandais ont concentré leurs efforts coloniaux étaient les îles Moluques déjà, où les épices étaient cultivées, et les villes portugaises de Java et de Malacca, qui contrôlaient les voies maritimes par lesquelles circulaient les épices. En 1619, un conflit commercial avec le sultanat de Banten dégénéra en guerre et le gouverneur général Jan Pieterszoon Cohen s'empara de la ville portuaire de Jakarta à l'ouest de Java. Jakarta fut ensuite rebaptisé Batavia et devient le siège principal de la VOC aux Indes orientales. En 1628, le sultan Agung de Mataram assiégea Batavia, mais sa grande armée, de plus de 15 000 hommes, fut en proie à des problèmes logistiques que la VOC exploita pour forcer la retraite. 13 ans plus tard, en 1641, la VOC s'empara de la ville portugaise de Malacca. Les Espagnols et les Portugais n'étaient pas les seuls rivaux européens de la VOC à l'Est. Il y avait les Hollandais, qui se heurtèrent également aux Anglais, qui étaient entrés en Asie à peu près au même moment qu'eux. Chez eux, les Hollandais et les Anglais étaient des alliés protestants contre les Ibères-catholiques, mais ici, à l'autre bout du monde, ils étaient des rivaux commerciaux tout au long du XVIIe siècle. Les conflits entre les Hollandais et Anglais au sujet des accords commerciaux et des colonies d'outre-mer ont dégénéré en 3 guerres en 1652, en 1665 et 1672 respectivement. La deuxième de ces guerres anglo-néerlandaises s'est terminée par un échange de territoires coloniaux. Les Anglais ont abandonné donc leurs revendications sur l'île productrice de noix et l'ont cédé aux Hollandais. En échange, les Hollandais ont dû abandonner l'une de leurs colonies située dans la lointaine Amérique du Nord. Naturellement, cet accord était extrêmement favorable aux Néerlandais. Ils avaient récupéré la muscade, ils ne regretteraient sûrement jamais d'avoir donné l'île de Manhattan. Les Hollandais établirent un monopole sur les épices tout au long du XVIIIe siècle.
L'objectif principal de l'AVOC n'était pas l'expansion territoriale, mais la domination économique. Satisfait de ses modestes emprises à Java, Malacca et aux Moluques, l'AVOC a concentré ses efforts sur la monopolisation de la production, de la circulation des épices dans la région. Alors bien sûr, les indigènes de Nusantara n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de laisser les Hollandais dicter leur façon de vivre. Ils n'étaient pas trop chauds pour ça, ni de naviguer et de commercer dans leurs propres eaux territoriales. En conséquence, les Anglais ont fait un usage abondant de l'exploitation et de la coercition et de fait de désigner les tribus à travers le territoire pour obliger bien évidemment les indigènes à se plier aux intérêts commerciaux de l'AVOC. L'un des premiers exemples de ce type s'est produit en 1621 sur les îles Banda, où les autochtones bandanais contrecarrèrent régulièrement les tentatives des Hollandais de monopoliser la culture et la vente de noix de muscade. Conscients qu'ils n'avaient pas la main-d'œuvre nécessaire pour empêcher les bandanais de faire passer en contrebande de la noix de muscade hors de leurs îles, le gouverneur général, Cowan, a trouvé là une solution simple, diviser les populations. Donc ça, j'imagine, vous voyez, c'est la méthode diviser pour mieux régner. Diviser les populations entre elles, les tribus entre elles, et les acheter afin de pouvoir dominer l'île plus facilement. Par la suite, il y a eu des esclaves et des ouvriers indigènes qui sont venus d'autres îles, et d'autres personnes considérées comme fidèles à l'AVOC et à ses exigences de production sont arrivées également. Lorsque les Hollandais tentèrent d'imposer un monopole sur la production de clous de girofle à Ambon, ils se heurtèrent à la résistance des autochtones d'Amboine, qui se soulevèrent contre l'AVOC en 1643 sous la direction d'un ancien collaborateur de l'AVOC, qui était nommé Kakiali. Cette rébellion a pris 3 ans à peu près à être réprimée, mais en 1646, les Ambonais étaient écrasés. Ainsi, la compagnie a obtenu un monopole sur la production de clous de girofle. Ils étaient contents, à Ambon, mais pas un monopole sur le marché de clous de girofle dans son ensemble, au niveau mondial, car l'épice était, on peut le dire, largement utilisée sur les îles contrôlées par le sultanat de Ternate. Cela a changé jusqu'en 1650, lorsque le roi Mandersia de Ternate a été déposé lors d'un coup d'État au palais. Voyant une opportunité, l'AVOC est intervenu et a même proposé de venir en aide au roi Mandarcia sur son trône s'il acceptait de détruire les girofliens de Ternate. Alors là, le roi, il avait un dilemme simple, c'était ou bien il acceptait le dilemme, ou bien il refusait le dilemme, mais il perdait son trône. Donc il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. La production de noix de muscade et de clous de girofle était alors monopolisée en Hollande. Bon, le clou de girofle c'est bien, mais si l'AVOC peut monopoliser également le poivre et d'autres épices, elle dira pas non, ça c'est sûr. Dès lors, elle a ciblé le sultanat de Jambi, qui était dès lors une plaque tournante majeure du commerce du poivre. À partir de 1664, les navires de guerre de l'AVOC bloquèrent le port de Jambi, coupant le sultanat de ses partenaires commerciaux traditionnels en Thaïlande et en Chine. Jambi a résisté à cette extorsion hollandaise, mais elle a malheureusement été également impliquée dans une guerre avec le sultanat voisin de Johor. Les Hollandais exploitèrent cette rivalité pour affaiblir lentement Jambi, en intervenant pour arrêter son sultan en 1688 et en faire une marionnette au service des intérêts commerciaux de l'AVOC. Donc là, c'est parti pour récupérer aussi le poivre. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l'adversaire le plus important de l'hégémonie commerciale de l'AVOC était le sultanat de Goa. Disposant d'une armée et d'une marine puissante, les Hollandais, eux, n'avaient pas les moyens de soumettre Goa par la guerre conventionnelle. Au lieu de cela, ils ont exploité les fissures au sein du navire d'État de Goa,
trouvant un prince vassal, exilé de la région nommée Arung Palaka, ils l'ont convaincu de retourner dans son pays natal et d'inciter à une rébellion contre le trône de Goa. Les Hollandais profitèrent du chaos laissé par l'arrivée d'Arung Palaka pour détruire la flotte de Goa et forcer le sultanat à signer un traité en 1667 qui le rendait économiquement subordonné à la compagnie. Ce sont les pros de la colonisation, on peut le dire. Même moi, je ne connaissais pas autant dans les détails, mais j'ai fait mes recherches en fait. C'est pour ça que vous vous êtes abonné normalement. Par la suite, les Hollandais exploitèrent une autre rébellion, cette fois dans le sultanat de Mataram. Ici, on y retrouve le puissant sultan Agung qui mourut et la majorité de ses vassaux se révoltèrent contre son fils violent. Par la suite, la Compagnie des Indes orientales intervient, aidant le nouveau sultan en place à écraser la rébellion en échange de son adhésion garantie au monopole de la compagnie sur les épices. En 1682, la VOC utilisa donc des tactiques similaires pour neutraliser une autre plaque tournante du commerce du poivre, le sultanat de Banten. À la fin du XVIIe siècle, l'hydre hollandaise du capitalisme avait enfoncé ses crocs profondément dans tout le territoire malais. Les dirigeants locaux ont été contraints de danser au rythme de la compagnie, tandis que les épices qui, depuis des millénaires, coulaient librement le long des routes maritimes de la soie, étaient complètement monopolisées. Ceci donc produites exclusivement dans les plantations de la VOC, où les esclaves et travailleurs sous contrat travaillaient dans des champs afin de pouvoir commercialiser et rendre les bénéfices à la compagnie néerlandaise des commerces. Alors vous allez me dire, bon, il va peut-être y avoir des rébellions, il va peut-être y avoir des peuples, des tribus, tellement le territoire est immense pour combattre la VOC et les Hollandais. Mais dites-vous même que les Hollandais avaient toujours de l'avance sur le monde malais dans la course aux armements. Également, donc, le fait qu'il y ait des décennies de lente invasion politique avait rendu plusieurs royaumes indigènes qui étaient autrefois très puissants, il faut le dire, mais qui étaient totalement impuissants. Et puis ils étaient totalement vassalisés, les rendant vulnérables à l'annexion. Tout au long des années 1700, la VOC a progressivement déplacé son attention de l'exploitation économique vers la conquête territoriale directe. Ainsi, donc en 1752, on a une rébellion qui éclata à Banten contre le sultan en raison de sa dépendance envers les Hollandais. Mais les Hollandais réprimèrent cette rébellion, puis l'utilisèrent comme prétexte pour transformer le sultanat de Banten en un état totalement vassal de l'Empire hollandais, en prélude à son abolition complète en 1813. Le sultanat voisin de Mataram connut un sort assez similaire, prenant fin en 1755. Puis en 1780, la même histoire va se répéter dans le sultanat de Tidor, dans le nord des Mollusques, où les élites locales se soulevèrent contre le sultan pour protester contre l'ingérence hollandaise, mais les Hollandais, une fois de plus, écrasèrent les troubles et s'en servirent comme prétexte pour retourner Tidor, dans un état vassal également. Ce faisant, les Néerlandais déclenchèrent une rébellion qui était massive pour l'époque, et menée par un fils exilé du sultan, un homme nommé Nuku. Dans l'Indonésie moderne, Nuku est commémoré, à l'heure où je vous parle, comme un pahlawan national, un héros national, et il est facile de comprendre pourquoi. Il va remporter de nombreuses victoires improbables contre les Hollandais, parvenant même à s'emparer du trône du sultanat de Tidor, et à restaurer son indépendance. Les Hollandais n'ont jamais réussi à soumettre Nuku. Ce n'est que 5 ans après sa mort, en 1810, alors que son sultanat était dirigé par son successeur, bien moins compétent, que le sultanat fut finalement soumise avec l'aide du sultanat voisin, qui était lui-même devenu depuis longtemps un vassal des Pays-Bas. À l'aube du XIXe siècle, le statut colonial changea une fois de plus, car la VOC avait un problème, elle était tout simplement en faillite,
à ce moment-là. Les raisons en étaient multiples, hein. D'une part, le commerce des épices avait considérablement diminué dans les années 1800. D'autre part, la noix de muscade et le clou de girofle étaient de sortie. Les textiles, le café et le thé étaient à la mode. Dans ce domaine, la compagnie britannique des Indes orientales, qui colonisait alors de vastes étendues de l'Inde, avait une longueur d'avance. Donc les Britanniques avaient dépassé les Néerlandais en tant que puissance coloniale européenne. Si je peux remonter un peu dans le temps, si vous me permettez, donc en 1780, la 4e anglo-néerlandaise éclata, au cours de laquelle les Britanniques écrasèrent la moitié de la flotte de la Voque dans les Indes orientales. Le 31 décembre 1799, le dernier jour donc du XVIIIe siècle, la charte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales expirait et ne fut pas renouvelée. L'héritage de la Voque en Indonésie et celui de l'exploitation, hein, bien évidemment, pour des questions d'enrichissement particulièrement d'une compagnie commerciale. Pourtant, malgré donc tout cela, hein, l'engouement pour les épices en Europe est venu est reparti. Malgré ça, donc la Voque a quand même fait faillite. Tel est pris qui croyait prendre. Donc la Voque a fait faillite. Mais qu'est-ce qu'on fait du territoire ? Eh bien, le territoire colonial a été transféré à la République néerlandaise, qui gérait donc l'Indonésie. Nous nous retrouvons donc au XIXe siècle, où éclatent les guerres napoléoniennes qui balayaient l'Europe, et les Pays-Bas étaient occupés par la France. La Royal Navy s'empara des colonies néerlandaises de Nusantara, mais les rendit en 1814, après que Napoléon fut contraint à l'exil. Émergeant du Congrès de Vienne non plus comme une république, mais comme une monarchie, le Royaume-Uni des Pays-Bas, nouvellement baptisé, reprit là où la Voque s'était arrêtée. Par la suite, en 1824, un traité fut signé entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, délimitant une ligne entre la Malaisie, qui serait gouvernée par le Royaume-Uni, et les Indes orientales néerlandaises, qui seraient gouvernées par les Hollandais. La frontière coloniale tracée dans ce traité constitue encore aujourd'hui la frontière entre les deux pays. Après avoir établi donc un statu quo, stable avec leurs principaux rivaux coloniaux, les Néerlandais ont pu continuer à s'étendre sur le territoire de l'Indonésie. Les Pays-Bas donc réussirent à s'étendre plus loin que jamais, s'emparant de vastes étendues de Sumatra, de Bornéo, ainsi que plusieurs îles extérieures. Le sultanat de Palembang a été annexé en 1823, celui de Jambi en 1883. Il faut savoir que jusqu'en 1908, les troupes néerlandaises utilisèrent des mitrailleuses pour renverser le roi de Klung Klux, le dernier état indépendant de l'île de Bali. Ce n'est qu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale que le contrôle néerlandais sur l'archipel de Nusantara atteignit son étendue finale et maximale. Conclusion, on va dire, assez ironique, mais sans les Hollandais, la nation indonésienne n'aurait peut-être jamais vu le jour. Avant l'arrivée des Européens, les nombreuses nations et ethnies de l'archipel de Nusantara étaient divisées en leur propre sultanat. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à aimer, partager, commenter, enregistrer les vidéos. Pensez à me laisser un petit don sur Tipeee. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!